trop contente d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça me fait trop plaisir de passer après Isabelle, que je connaissais pas, et Charlotte, que je connais un peu mieux. Effectivement, nous, on a fait notre levée de fonds sur l'ITA. C'était en 2019. C'était vraiment une trop cool expérience. Donc, il n'y a que des trucs bien qui vont venir après ça. Enfin, on a levé en 24 heures tout l'argent dont on avait besoin auprès de nos actionnaires. C'était assez génial, c'était assez record, c'était très rapide. Mais c'était pas du tout notre premier choix en fait, c'est pas du tout ça qu'on voulait faire. Nous à la base, je vous remets le contexte, on est en 2018, notre entreprise se développe, mais on a un gros problème de rupture de stock permanente qui est globalement lié au fait qu'on n'a pas assez de cash, pas assez de trésorerie pour pouvoir payer nos stocks, quoi. Enfin, on a un besoin de BFR et je suis contente d'être dans une salle où tout le monde comprend ce mot. Donc on a un problème de BFR et donc on a besoin d'argent pour financer notre BFR. Donc on est en croissance, donc théoriquement on pourra aller voir une banque et leur dire prêtez-nous 300 000 balles, on vous les remboursera avec un petit taux d'intérêt. Enfin, on est en croissance, enfin, ça va marcher, quoi. On a de l'attraction et tout. Mais si vous êtes du secteur, vous devez savoir qu'aller voir une banque et leur dire « prêtez-moi de l'argent pour du BFR ». Allez voir une banque et leur dire « prêtez-moi de l'argent pour du BFR, c'est pour acheter des fringues ». Allez voir une banque et leur dire « prêtez-moi de l'argent, c'est pour du BFR, c'est pour acheter des fringues ». Et je suis une marque de e-commerce. Bien sûr que les banques ne vous prêtent pas, quoi. Donc là, c'était notre premier apprentissage de qu'est-ce que ça allait être nos contacts avec le monde financier, c'est que les acteurs financiers qu'on allait croiser ont des schémas d'investissement qui c'est hyper dur de remettre en cause. Si traditionnellement on ne prête pas pour acheter du stock de vêtements parce qu'il y a des entreprises qui ont trop de stock de vêtements et dont ils n'arrivent pas à se débarrasser, alors toutes les autres entreprises qui voudront faire des fringues seront pénalisées en fait par l'apprentissage qu'ont eu les banques et autres investisseurs sur ce schéma-là. Donc globalement, la première chose qu'on a compris, c'est que les gens n'investissent que dans les modèles qui ont déjà marché à côté. Donc c'est très très dur d'avoir un modèle différent. Bon, c'est pas grave, les banques ne nous prêtent pas, mais nous à cette époque-là on était à Station F, et quand on est une jeune pousse à Station F, on sait qu'on peut aller chercher de l'argent auprès des fonds d'investissement. Donc on se dit, on va pas faire de la dette, on va faire une levée, on va aller voir les fonds d'investissement. Le seul truc, c'est que nous, la croissance, ça n'a jamais été un objectif en soi. Pour nous, la croissance, ça doit être une conséquence en fait de l'éthique, la qualité et la confiance que les gens ont dans notre marque, mais ça ne peut pas être un objectif. Donc, déjà, si vous dites au fonds d'investissement que vous voulez pas qu'on vous mette d'objectifs de croissance, c'est pas terrible. Et la deuxième chose, c'était rigolo en vrai à cette époque parce qu'on savait pas. On pensait vraiment que c'était juste une question de se comprendre, quoi. Bon, et la deuxième chose, quand on allait voir les fonds d'investissement, le truc qui n'allait pas, c'était la question de l'exit. Donc on disait, ok, donc vous mettez, 100 000, 300 000 dans notre boîte, et qu'est-ce qui se passe au bout de 4 ans quand vous voulez sortir et récupérer votre argent? Ils disaient, c'est très simple. En fait, on revend vos parts à un autre fonds d'investissement. Et j'étais là, ok, et donc quand lui, il veut sortir dans 4 ou 10 ans, c'est très simple, il revend vos parts à un autre fonds d'investissement. Et j'étais là. Et quand on arrive là, en fait, au bout du 16e fonds d'investissement, où il va l'argent? Ils étaient là, c'est très simple. Soit vous faites une introduction en bourse, soit il y a une plus grosse boîte qui vous rachète. J'étais là, une plus grosse boîte, du coup une boîte éthique, quelqu'un qui peut garantir nos valeurs, et dit oui, bien sûr. Et j'étais là, qui? Et donc c'est marrant parce qu'on a demandé à plusieurs fonds d'investissement, ils nous ont dit, Nature et Découverte. Et en fait, il n'y avait qu'un seul nom, c'était Nature et Découverte, quoi. Bon. Donc on sentait bien que la question de l'exit, c'est vraiment une question que les fonds d'investissement ne se posent pas et qu'ils n'ont pas l'habitude en fait que les fondateurs se posent cette question. Et en fait, quand tu réfléchis, il y a un truc genre, il y a des entrepreneurs dans la salle, notre boîte c'est quand même notre bébé. C'est pas du tout mon ambition de faire grandir un bébé et au bout de 10 ans de le revendre à quelqu'un ou de le filer à quelqu'un. J'ai pas du tout envie de ça, même si c'est Nature et Découverte. J'ai envie de garder le contrôle de mon entreprise, quoi. Donc voilà. C'était assez intéressant et on se rendait compte vraiment quand on était face au fonds d'investissement qu'on parlait pas le même langage. En fait, ils comprenaient pas qu'on puisse avoir une entreprise qui marche, qui ait de l'attraction et que notre objectif, ça ne soit pas d'être une licorne, de vendre ça super cher dans 3 ans et je sais pas, d'aller s'acheter un 50 mètres carrés à Paris parce que l'immobilier a vachement augmenté. Non, c'est pas du tout notre objectif, quoi. Vraiment, nous enrichir, monter une... c'était pas ça, quoi. Nous, on veut créer
créer une marque rentable, on veut un boulot qui nous fait kiffer, on veut ne pas trop travailler, on veut que nos équipes soient heureux, on veut être sûr qu'il ne leur arrive rien. Et on veut aussi faire une marque dont on est fier et faire en sorte que notre marque soit un véhicule au service d'une cause qui nous dépasse. Et dans notre cas, c'est aligner l'industrie textile avec l'accord de Paris. Donc voilà, ça c'était notre deuxième apprentissage au contexte du monde de la finance. Si on ne rêve pas de croissance exponentielle, si on ne rêve pas de revendre sa boîte, mais juste de faire une boîte bien, les outils de financement du marché ne sont pas pour vous. Il y a un vrai truc. Si vous ne cherchez pas à faire le nouveau... À l'époque, on disait c'était le Uber de... Et ensuite, tu mets ce que tu veux derrière. C'est le Uber des tables à repasser. Tu vas te dire, ah oui, c'est ça, j'investis. Bon, c'était pas notre rêve. Bon, donc... On ne peut pas prendre l'argent des banques, on ne peut pas prendre l'argent des fonds d'investissement. Et là, et je vous jure, miracle, un jour, on reçoit un mail au SAV, à notre service après-vente, qui dit « J'ai regardé votre marque, j'ai regardé ce que vous dites, je suis d'accord avec vous, la croissance, ce n'est pas un objectif en soi, c'est qu'un moyen. Je suis d'accord avec vous, il faut produire moins mais mieux, je suis d'accord avec vous, il faut faire des vêtements de qualité. Est-ce que vous cherchez des investisseurs ?» Et nous, on était là, oui, ça nous arrangerait assez, parce que toujours pas de thunes, là, et tout ça. Et donc, c'était un business angel, et un mec qui avait fait de l'argent dans le textile et tout, il dit, et on l'a au téléphone, il dit, moi, je mets tout. Vous avez besoin de combien ? Je mets tout. Je mets tout, voilà, vous avez besoin de 500 000, 300 000, je mets tout, etc. Et donc, pendant un mois, on bosse avec lui, on fait des decks, des business plans, des trucs, des projections et tout. Il dit, ouais, c'est super, ouais, non, bien sûr, je mets tout, mais c'est bien sûr, c'est ça la bonne vision qu'il faut et tout ça. Non. Et au bout d'un mois, on est là, bon, trop bien, enfin, on est sécurisé, on peut aller faire autre chose que lever des fonds, parce qu'on a quand même une boîte à faire tourner, enfin, des produits à développer. Enfin, en vrai, on a autre chose à foutre que lever des fonds. Mais bon, il faut quand même aussi faire des choses, comme on n'a pas l'argent. Et là, un jour, on reçoit un mail, on reçoit un autre mail et qui dit, ouais, c'est super ce que vous faites, mais finalement, je vais pas mettre d'argent parce que... Il me dit, non, et finalement, en fait, non, mais je vais pas investir chez vous. Et on était là. On comptait un peu sur ton argent, par contre. Et donc, il y a un vrai truc. On dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Il dit, ouais, non, mais je trouve que votre bébé, il est pas assez ambitieux. Votre valorisation, elle a un petit peu trop et tout. Enfin, sur des détails qui n'étaient pas du tout là au début. Bon. Très bien. Troisième apprentissage, donc ça c'est quelque chose qui est assez récurrent dans le monde des jeunes entreprises, avoir des business angels qui te prennent beaucoup de temps, qui te font faire beaucoup de documents et qui à la fin te disent non, voire ne te disent rien, voire ne donnent plus de nouvelles, c'est extrêmement récurrent. Et le troisième apprentissage qu'on a fait, c'est que les gens, les investisseurs ont beaucoup plus de temps que nous. Et en fait, c'est leur boulot. C'est leur boulot de faire sortir des documents, de prendre du temps et tout, d'évaluer tous les trucs et ensuite de faire leur choix. Or nous, on peut faire un mois comme ça, un deuxième mois comme ça, c'est fatal pour la boîte. C'est un mois où on n'avance pas sur le produit, c'est un mois où on n'avance pas sur l'expérience client, c'est un mois où on n'avance pas sur le site internet. Donc ça c'était un bon learning. Donc à chaque fois que je vois des gens, ils disent ouais, j'ai un business angel, je vais voir. Je dis non, laisse tomber. Non, mais parce qu'en fait, c'est juste qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps sur ça et ça met en danger la boîte, quoi. Donc au final, on peut pas, les banques nous prêtent pas, les fonds d'investissement, on n'est pas compatible avec eux et les business angels, on a une expérience tellement catastrophique qu'on ne peut pas se permettre d'aller en chercher d'autres. On se dit ok, ben on va aller faire une levée participative sur l'ITA. On fait une levée sur l'ITA et c'est pas totalement juste parce qu'on a aussi on a la chance d'avoir des amis qui ont de l'argent et qui disent bah moi oui bah je mets de l'argent dans votre boîte, je te connais, qui sont pas là à demander 100 decks, je sais pas quoi, ils disent bah oui t'as besoin d'argent, bah bien sûr je mets 15 000 et tout, et qui sont pas à essayer de bon voilà, ça va vite. On fait notre levée participative sur l'ITA. Je vous la fais courte parce que Charlotte en a déjà bien parlé. On envoie un email à notre communauté et on dit on veut pas être une start-up. On a besoin d'investisseurs qui nous fassent confiance. On a besoin d'investisseurs qui ne soient pas trop gourmands sur le retour sur investissement qu'ils auront. On a besoin d'investisseurs fiables qui ne vont pas nous faire faux bons au dernier moment. On a besoin d'investisseurs qui ne rêvent pas d'un exit à 4 ans en faisant x10. Est-ce que ça vous dit de mettre un peu d'argent chez nous ? On ne vous promet pas de faire fortune, on vous promet le rendement plutôt genre d'un PEL, quoi. En 24 heures, on boucle notre levée fonds. Alors qu'avant, on avait fait tous les autres outils qui sont quand même des outils professionnels. La banque, les fonds d'investissement, les business angels, ça devrait être des outils qui soient faits sur mesure pour nous. Parce qu'on a dû passer par l'outil alternatif qui s'est avéré être 1000 fois plus efficace, 1000 fois moins chiant, parce qu'ils ne sont pas là à nous négocier la valorisation et tout. Ils ne sont pas là à essayer de nous pousser à la croissance. Enfin, c'était vraiment bien mieux, quoi. Donc, cette levée, c'était trop bien. Et pourquoi, en fait, on trouvait pas nos bons interlocuteurs chez les professionnels, et là, on le trouve, c'est parce que les individus, ils sont capables d'investir dans un projet, même s'ils ne ressemblent pas à quelque chose dans lequel ils ont déjà investi, parce que c'est pas des professionnels de l'investissement. Ils ne cherchent pas une rentabilité, certes, ils cherchent une rentabilité économique, mais ils cherchent aussi à maximiser d'autres critères. C'est exactement ce que disait Isabelle avant. On ne veut pas investir dans une boîte, même si Shine fait 13 milliards d'euros, cette entreprise, plus elle se développe, plus elle détruit des gens et de l'environnement. Donc, il y a des gens qui n'ont pas envie que leur argent serve à ça. Et ensuite, ce genre d'investisseurs-là, des particuliers, ils ne font pas perdre du temps à l'entrepreneur. Et c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour aider une entreprise, ne pas faire perdre du temps à ses fondateurs. Donc aujourd'hui, c'est assez rigolo parce que maintenant, on est rentable. Donc,
les banques nous prêtent pour notre VFR et à un bon taux. Et du coup, maintenant, il y a des fonds d'investissement qui viennent nous voir et tout disent vous n'avez pas besoin d'un peu plus d'argent et tout. Et c'est assez drôle parce qu'il y a toujours un truc où, même quand ils viennent nous voir, ils n'arrivent pas à y croire que dans le fond, on ne veut pas vraiment faire x10 et revendre ça dans 4 ans, quoi. Mais dans les faits, ça ne nous intéresse pas d'avoir une croissance bien plus forte que ça parce qu'on avance lentement, mais on avance sûrement. On a des fondations stables. Et on est heureux en vrai. Enfin, moi, je kiffe trop ma vie, mon boulot est bien, mon équipe est heureuse et tout. J'ai aucun intérêt à me mettre tout à coup, je sais pas, aller lever 20 millions de plus pour aller ouvrir 60 boutiques, quoi. Donc voilà. Je voudrais conclure en disant que j'ai l'impression que depuis le début, il y a une sorte de malentendu avec les financeurs classiques. J'ai l'impression qu'ils ne nous comprennent pas, ou alors que simplement notre modèle ne les intéresse pas, ce qui peut être possible aussi, hein. Ils comprennent pas parce qu'on a des ambitions différentes des profils qu'ils ont l'habitude de financer. On ne veut pas conquérir le monde, on veut juste faire une entreprise bien. Parce qu'on a un modèle différent de ceux qu'ils ont l'habitude de financer. On ne va pas mettre 1 million d'euros en pub, on ne fait pas de collection, on ne fait pas de solde, on ne fait pas de promo. On investit vraiment sur la confiance, sur la qualité et la confiance que peut avoir le client en nos vêtements et en notre marque, quoi. On a aussi une ambition de taille différente. Aujourd'hui, Loom, c'est 1,5 million de chiffre d'affaires acheté. Donc c'est petit en fait. C'est 10 fois moins que les marques qui ont commencé en même temps que nous et qui ont mis de l'essence dans la voiture, c'est-à-dire qui ont fait de la pub, etc. On est petit et on est très heureux à ça. Et à côté de ça, on croît, etc. On fait plus 60% par an, etc. Mais c'est une croissance lente sur des fondations stables. Et il y a l'autre chose qui perturbe les financeurs classiques, c'est qu'en investissant dans une boîte comme la nôtre, on ne peut pas avoir le même ROI qu'avec une boîte normale. Vous allez gagner moins d'argent, en fait, évidemment. L'argent, il passe... si on était là que pour maximiser les valeurs financières, Shine, mettez de l'argent sur Shine, vous allez faire la race de thunes. Si vous voulez maximiser autre chose que des valeurs financières, vous allez gagner moins d'argent. C'est comme ça, quoi. Donc voilà, ceci est un appel aux financeurs. Comprenez qui nous sommes. Financez-nous bien. Et vous allez vous dire... on s'en fout, vous êtes personne, etc. C'est un bon point, Jean-Michel. On n'est peut-être pas encore majoritaire aujourd'hui, mais je voudrais quand même vous rappeler qu'il y a une crise climatique qui est en cours et qu'elle change quand même la donne. Et que notre modèle d'entreprise, il ne sera plus marginal. C'est-à-dire que si vous avez des enfants là, qui sont nés dans les 10 dernières années, vous êtes obligés de vous inquiéter de quel genre d'entreprise vous financez et quel genre d'entreprise se développe. Donc, nombreux et nombreuses sont les entrepreneurs qui ne rêvent pas d'entrer en bourse fracassante, mais de voir leur secteur compatible avec l'accord de Paris. Et plus les conséquences de la crise climatique se feront sentir, plus ces ambitions deviendront légion. Car à quoi bon avoir la plus grosse boîte d'une planète qui n'est pas habitable ? Merci beaucoup.